Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Le matin s'était déroulé comme les autres. Antoine avait préparé son sac pour sa formation à Lyon et m'avait embrassé sur le front avant de partir. Clara, comme toujours, avait enfilé son manteau en râlant un peu, puis était partie à l'école avec son cartable trop lourd. Je m'étais installée devant l'ordinateur, en télétravail, une tasse de café tiède à la main. La journée s'était écoulée sans surprise, rythmée par les mails, les appels, et un silence étrange dans la maison. À 16h30, j'étais allée chercher Clara comme d'habitude, pensant à ce que j'allais cuisiner le soir. Elle était sortie lentement, seule, sans son habituel groupe de camarades. Je l'ai tout de suite trouvée étrange, comme si quelque chose de grave s'était accroché à elle. Une fois dans la voiture, elle n'a presque rien dit. Je lui ai demandé si tout allait bien, elle a haussé les épaules sans me regarder. Sur le chemin du retour, elle triturait la ceinture de sécurité, les yeux perdus dans le paysage. Arrivée à la maison, je lui ai proposé un goûter, mais elle a refusé, chose rare pour elle. Elle est montée dans sa chambre sans un mot, et j'ai senti une tension inhabituelle dans l'air. Mon instinct de mère me disait qu'il se passait quelque chose, mais je ne voulais pas la brusquer. J'ai attendu, espérant qu'elle redescendrait, qu'elle me parlerait. Ce n'est qu'une heure plus tard, quand elle est venue me voir dans la cuisine, que tout a basculé. Elle s'est plantée devant moi, les mains jointes, les lèvres tremblantes. Sa voix était basse, mais ferme. « Maman, s'il te plaît, fais vite les valises. J'ai peur de papa. » Mon sang s'est glacé dans mes veines, et j'ai posé lentement le torchon que je tenais. J'ai voulu lui demander pourquoi, mais ses yeux parlaient pour elle, elle avait vu ou entendu quelque chose qu'un enfant ne devrait jamais avoir à porter seul. Pendant un instant, j'ai douté, me demandant si ce n'était pas un malentendu, une peur passagère. Mais la terreur dans son regard ne mentait pas. Elle n'avait jamais dit quelque chose d'aussi grave, pas même pendant nos disputes de couple. Je me suis accroupie à sa hauteur, j'ai pris ses mains et je lui ai demandé calmement, « Tu peux me dire ce qu'il a fait ?» Elle a juste secoué la tête. « Pas maintenant. » Juste, partons. Il y avait une urgence dans sa voix que je ne pouvais pas ignorer. Je savais que quelque chose de sérieux était arrivé, et qu'insister ne ferait que refermer la porte. J'ai pris une grande respiration, j'ai essuyé ses joues d'un geste doux et j'ai décidé de lui faire confiance. Ce n'était pas le moment de chercher des explications. C'était le moment de protéger. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai attrapé mon sac et j'ai commencé à rassembler l'essentiel, en silence. Le cœur battant, la gorge nouée, je me suis mise en pilote automatique. Clara m'a regardé faire, sans un mot, et j'ai su que je faisais ce qu'il fallait. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. J'ai rassemblé nos papiers d'identité, quelques vêtements, les médicaments de Clara et un carnet d'adresses. Dans un vieux sac de sport, j'ai jeté le strict nécessaire, sans me retourner. Il fallait partir avant qu'Antoine n'appelle, avant qu'un doute ne s'installe et que je fasse marche arrière. J'ai laissé un mot sur la table disant simplement que j'étais chez maman pour quelques jours. J'ai verrouillé la maison sans un bruit, et Clara m'a suivi en silence jusqu'à la voiture. Pendant tout le trajet jusqu'au village de ma mère, à une trentaine de kilomètres, je n'ai pas mis la radio. Le silence était trop lourd, mais je n'avais pas la force de parler. Je fixais la route, les mains crispées sur le volant, le cœur au bord des lèvres. En arrivant, j'ai sonné, et ma mère nous a ouvert, surprise de nous voir sans prévenir. Elle n'a posé aucune question, comme si elle sentait que ce n'était ni le lieu, ni le moment. Clara s'est installée dans la chambre d'amis, et moi je suis restée un long moment dans le salon, incapable de bouger. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, message d'Antoine, appel manqué, mais je n'ai pas répondu. Ce n'est que tard dans la nuit que Clara m'a rejoint sur le canapé. Elle s'est blottie contre moi, et après un long silence, elle a murmuré, « J'ai filmé quelque chose. » Mon estomac s'est noué. Elle a sorti son téléphone et m'a tendu l'écran. J'ai su, en une seconde, que ma vie n'allait plus jamais être la même. Après m'avoir tendu son téléphone,
Clara s'est recroquevillée contre moi sans dire un mot. J'ai lancé la première vidéo. On y voyait Antoine dans le salon, au téléphone, pensif, une main dans les cheveux. Sa voix était claire, calme, presque froide. Il disait, « Elle est tellement naïve. Ça se passera vite, ils croiront à un accident. » J'ai senti mon souffle se bloquer. Je ne comprenais pas ce que j'entendais, mon cerveau refusait de l'assimiler. Je l'ai repassé 2 fois, incapable d'y croire. Clara ne bougeait pas, comme si elle attendait que je prenne une décision. J'ai ouvert la 2e vidéo, tremblante. On n'y voyait que l'obscurité du couloir, mais on entendait bien une voix de femme. « Mais tu crois que ça passera ?» Antoine répondait avec assurance, « Bien sûr. L'assurance est déjà en place. C'est béton. » Tout s'effondrait dans ma tête, chaque mot me frappait comme un coup. C'était clair, il préparait quelque chose contre moi. Je suis restée là, paralysée, à fixer l'écran noir du téléphone. L'idée qu'Antoine puisse même envisager ma mort me paraissait irréelle. Comment avait-il pu en arriver là, lui que j'avais connu si doux au début? Je me suis revue signer ce document, quelques mois plus tôt, un papier qu'il avait présenté comme une formalité pour protéger la famille en cas de pépin. C'était en réalité un contrat d'assurance vie à mon nom, avec une clause spéciale en cas de décès accidentel. Je n'avais rien lu en détail, j'avais simplement signé, fatiguée, pressée. Et maintenant, chaque ligne de ce papier devenait une preuve de sa trahison. Je suis allée chercher mon sac, où je gardais les papiers importants, et j'ai retrouvé le contrat. Il était là, bien réel, avec ma signature en bas. Le montant était élevé, bien trop pour être anodin. Antoine avait tout prévu, chaque étape semblait calculée. Clara me regardait sans oser parler, et j'ai su que je devais rester forte. Il ne fallait pas qu'elle ressente ma panique, même si, à l'intérieur, tout s'effondrait. J'ai respiré profondément, refermé la chemise, et je lui ai dit, « Merci de me l'avoir montré. On va s'en sortir. » La nuit a été longue. Je n'ai presque pas dormi, gardant la tablette et les vidéos près de moi, comme un rappel cruel de ce que j'avais failli ne jamais savoir. Au petit matin, j'ai décidé de ne pas paniquer, mais d'agir méthodiquement. Je ne pouvais pas alerter Antoine, pas encore. S'il sentait que je savais quelque chose, il pourrait changer ses plans ou, pire, passer à l'acte plus tôt. Mon objectif était simple, comprendre tout ce qu'il avait mis en place. Je devais connaître l'ampleur de sa trahison, chaque complicité, chaque faille. Je me suis rappelé que son téléphone restait souvent posé sur la table de nuit, la nuit, sans mot de passe actif. J'ai ressorti une vieille tablette que je n'utilisais plus, et j'ai commencé à chercher comment cloner un compte WhatsApp. C'était risqué, mais je n'avais pas le choix. En 1 heure, j'ai réussi à tout synchroniser. Les messages ont commencé à apparaître à l'écran. Et là, tout a pris une nouvelle dimension. Les échanges avec cette femme, Élodie, étaient explicites. Ils parlaient de moi comme d'un obstacle. J'étais leur plan. Assise seule dans la chambre d'amis, j'ai relu chaque page du contrat d'assurance que j'avais signé quelques mois auparavant. Tout y était, ma signature, les clauses, et surtout celle qui stipulait un versement immédiat en cas de décès accidentel. Antoine m'avait tendu ce papier un soir où je préparais le dîner, me pressant gentiment de signer pendant qu'il surveillait l'eau qui bouillait. Je n'y avais vu qu'un geste prévoyant, presque attentionné. Aujourd'hui, je comprenais qu'il avait anticipé chaque détail. Ce contrat était sa clé, son mobile, son plan. Il voulait maquiller ma mort pour toucher cet argent. Je me suis sentie trahie jusque dans mes os. 15 ans de vie commune, une fille, des souvenirs partagés, et voilà que tout n'était peut-être qu'une façade. Je revoyais chaque dispute, chaque silence étrange des derniers mois sous un nouvel éclairage. Tout prenait un sens différent, un sens sinistre. Comment avais-je pu ne rien voir? Comment avais-je pu aimer un homme capable de ça? J'ai senti la colère monter, mais aussi une énergie froide, je n'étais pas encore vaincue, et il allait le découvrir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongée près de Clara,
J'écoutais son souffle régulier pendant que mon esprit tournait à 100 à l'heure. Mon mari voulait me faire passer pour morte, et notre fille avait failli être témoin ou victime d'un drame. C'était une peur nouvelle, profonde, qui ne ressemblait pas aux angoisses ordinaires. C'était une peur animale, celle qui vous pousse à agir sans réfléchir. J'avais toujours cru que les tragédies n'arrivaient qu'aux autres, à la télévision, dans les journaux. Mais non, elle était là, dans ma vie, dans ma maison. Et je n'avais plus le droit à l'erreur. J'ai pensé à appeler la police, à tout révéler immédiatement, mais une voix en moi me disait d'attendre. S'il apprenait que je savais, il pourrait précipiter les choses. Je devais protéger Clara, mais aussi rassembler des preuves solides. Les vidéos étaient précieuses, mais il fallait plus. Il fallait des messages, des aveux, des traces qu'on ne pourrait pas contester. J'étais seule dans ce combat, mais je savais qu'à la moindre faille, il en profiterait. Alors j'ai décidé de jouer son propre jeu, le silence, la prudence, et surtout, la patience. Le lendemain matin, j'ai dit à ma mère que nous resterions quelques jours. Elle n'a pas posé de questions, seulement hoché la tête et préparé du café. Pendant que Clara jouait dans le jardin, j'ai sorti la tablette et j'ai commencé à lire les conversations WhatsApp d'Antoine. Les messages étaient codés, mais clairs. Il écrivait à Élodie, « Elle est trop prévisible. Un petit coup malheureux, et tout sera réglé. » Il parlait de moi comme d'un simple obstacle à éliminer. Aucun remords, aucune hésitation. J'étais sidérée par leur froideur. Il parlait aussi de la maison, de l'escalier, des habitudes du soir. Tout était analysé, planifié. Il disait, elle descend souvent vers minuit pour boire de l'eau. Si elle glisse, personne ne se posera de questions. Ces mots me tournaient dans la tête comme une lame invisible. J'ai ressenti un mélange d'horreur et de lucidité. Ce n'était plus seulement un soupçon, ni une hypothèse. C'était un projet, méthodiquement construit. Et j'étais la cible. Mais je n'allais pas me laisser faire. Il avait sous-estimé ma force. Et il allait le regretter. Le soir même, j'ai attendu que Clara s'endorme, puis je suis montée dans ma chambre d'adolescente avec la tablette sous le bras. Je savais qu'Antoine ne reviendrait que dans 2 jours, ce qui me laissait un court répit. Je devais en profiter pour approfondir mes recherches sans éveiller de soupçons. J'ai installé une application qui permettait de sauvegarder toutes les conversations WhatsApp sur la tablette, jour après jour. Chaque message, chaque photo, chaque fichier audio était copié automatiquement, sans qu'il ne puisse s'en rendre compte. Ce geste me donnait enfin un certain pouvoir dans cette histoire qui m'avait échappé. C'était risqué, oui, mais je n'avais plus rien à perdre. En lisant les échanges du jour, j'ai découvert qu'il avait mentionné une « fenêtre d'opportunité » pour le week-end suivant. Il écrivait à Élodie, « Si elle revient dimanche, on pourra faire comme prévu. » Cela signifiait qu'il pensait encore que je n'avais rien compris, que je rentrerais à la maison sans méfiance. Cette naïveté qu'il me prêtait me protégeait désormais. Je devais donc rester discrète, lui faire croire que tout était normal. J'ai répondu à ses derniers messages par des mots brefs, neutres, pour entretenir l'illusion. Et dans mon cœur, une certitude s'installait, je n'étais plus une victime, j'étais une femme en mission. Pendant les 2 jours suivants, j'ai exploré toute l'historique de ces conversations. Antoine et Élodie s'étaient écrits des centaines de fois, toujours en cachant leur liaison sous des termes codés. Mais malgré les précautions, tout transpirait la préméditation. Il écrivait, « Je connais ses habitudes par cœur. Elle est prévisible, elle ne se doute de rien. » Un autre jour, il avait même envoyé une photo de la rampe de l'escalier, suivie du message, « Avec un peu d'huile, ça glisse tout seul. » Cette précision glaçante m'a donné la nausée. C'était un meurtre déguisé qu'il préparait avec une légèreté monstrueuse. Dans un autre échange, Élodie s'inquiétait, « Et Clara ? Tu crois qu'elle verra quelque chose ?» Antoine avait répondu, « Non. Elle dort profondément. Et puis elle s'habituera. » Ces mots m'ont fait pleurer, non pas de peur, mais d'un mélange de rage et de chagrin. Comment avait-il pu parler ainsi de notre fille ?
Comment pouvait-il croire qu'elle accepterait une telle horreur? J'ai pris des captures d'écran de tout, en ordre chronologique, et les ai sauvegardées sur une clé USB, que j'ai ensuite cachée chez ma mère. Il me fallait un plan B, une trace extérieure. Je savais désormais qu'il ne s'agissait plus de fuir, mais de prouver et de dénoncer. Plus je lisais leurs messages, plus je comprenais que ce n'était pas une impulsion, mais une descente lente et méthodique vers la cruauté. Ils plaisantaient parfois, comme s'il s'agissait d'un jeu. Antoine avait même écrit « J'espère qu'elle ne hurlera pas trop fort. Clara dort juste à côté. » Ce cynisme m'a coupé le souffle. Chaque mot était une gifle. J'avais dormi à côté de cet homme, partagé des repas, élevé une enfant avec lui. Et voilà qu'il préparait ma disparition en s'amusant de mon ignorance. Je me sentais salie, comme si toute ma vie passée avait été une illusion. Ces messages étaient une torture mentale, mais aussi la clé pour sortir de ce cauchemar. Ils prouvaient son intention, son absence totale de remords, son mépris pour moi, pour Clara, pour la vie. J'ai commencé à noter les dates, les heures, les conversations clés. J'ai organisé les preuves comme un dossier judiciaire, sans émotion, avec froideur. Ce n'était plus le temps des larmes, mais celui de la stratégie. Clara ne savait rien de ce que je faisais, je préférais la préserver. Elle m'avait déjà sauvé la vie en filmant ses vidéos. C'était à mon tour maintenant de nous sauver toutes les deux. Dès le lundi matin, j'ai appelé Julie, une amie d'université devenue avocate spécialisée en droit familial. Je lui ai simplement dit que c'était urgent et que je ne pouvais pas parler au téléphone trop longtemps. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret à la sortie du village, et je lui ai montré tout ce que j'avais, les vidéos, les messages, le contrat. Julie a écouté sans m'interrompre, les mâchoires serrées, les yeux sombres. Quand j'ai eu fini, elle a pris une gorgée de café et m'a dit calmement, « Tu dois quitter officiellement le domicile conjugal, faire une main courante et entamer le divorce le plus discrètement possible. » Elle m'a expliqué que chaque pas devait être légalement encadré, sans précipitation, mais avec fermeté. À cet instant, j'ai su que je n'étais plus seule. Elle m'a conseillé de ne plus jamais retourner à la maison seule, de ne rien annoncer à Antoine, et surtout de protéger Clara juridiquement. Julie m'a promis de tout préparer, de rassembler les éléments nécessaires à une demande d'ordonnance de protection. Elle m'a donné une adresse mail sécurisée pour lui transmettre les fichiers, et elle m'a aidé à rédiger une première déclaration chronologique. En quittant ce café, je ne me sentais pas encore en sécurité, mais j'avais une direction, un plan. J'ai remercié Julie du regard, incapable de parler. Elle m'a simplement dit, « Tu es en vie, c'est l'essentiel. Maintenant, on le garde loin de vous. » Ces mots sont restés dans ma tête pendant des jours. Et je les ai répétés comme une prière silencieuse. Ma mère ne posait pas de questions, mais elle observait tout. Elle voyait mon regard inquiet, mes allées et venues discrètes, mes appels chuchotés. Un soir, alors que je croyais Clara endormie, elle est venue me parler doucement, me disant qu'elle ne voulait pas savoir les détails, mais qu'elle serait là, quoi qu'il arrive. Ces mots ont été un soulagement. Je passais mes journées entre rendez-vous médicaux, consultation avec un psychologue pour Clara, et réunion avec Julie. Le poids de la preuve reposait sur moi, et chaque étape demandait du sang-froid. Pendant ce temps, Antoine continuait de m'écrire comme si de rien n'était, jouant le mari inquiet, posant des questions sans jamais insister. Clara, elle, reprenait doucement confiance. Elle dessinait, jouait avec le chien de ma mère, posait parfois des questions que je ne savais pas comment formuler. Un jour, elle m'a simplement demandé, « Est-ce qu'on va devoir revenir vivre avec lui ?» J'ai senti mon cœur se serrer, mais je lui ai répondu avec honnêteté, « Non, plus jamais. » Elle n'a rien dit, elle a juste souri et m'a serré dans ses bras. C'était fragile, mais c'était un début. Dans cette maison, entourée de souvenirs d'enfance, je retrouvais peu à peu des morceaux de moi que j'avais oubliés. Et dans le regard de ma fille, je voyais l'avenir que je devais protéger, coûte que coûte. Antoine a fini par comprendre que mon silence n'était pas temporaire. Il a d'abord tenté de m'appeler sans relâche, puis m'a envoyé des messages plus accusateurs.
Quand il a compris que je ne répondais plus, il a déposé une plainte contre moi pour abandon de domicile et manipulation psychologique de Clara. Il a contacté ses parents, nos amis communs, et a commencé à raconter que j'étais instable, influencé par des théories absurdes. Certains ont cru sa version, d'autres m'ont écrit en privé pour me dire qu'ils comprenaient mais ne pouvaient pas s'en mêler. Ce double jeu social m'a épuisé, mais je ne pouvais pas me défendre publiquement. Tout devait rester discret jusqu'à l'intervention du juge. Julie m'avait prévenu que ce serait violent, que les manipulateurs cherchent toujours à reprendre le contrôle en inversant les rôles. Mais je ne m'attendais pas à cette violence froide, déguisée en normalité. Clara en souffrait aussi, elle avait reçu un message d'Antoine disant qu'il l'aimait, qu'il voulait qu'on rentre à la maison, qu'il ne comprenait pas pourquoi maman l'éloignait. Je lui ai montré les preuves, pas tout, juste assez pour qu'elle sache que ce n'était pas de sa faute. Elle a hoché la tête, sérieuse, et m'a dit, « Il croit qu'on est bête. » J'ai vu dans ses yeux la même lucidité que dans les miens. Et je me suis promis de ne plus jamais permettre à qui que ce soit de briser cette force. Julie a déposé le dossier au tribunal avec rigueur, en y joignant les captures d'écran, les vidéos de Clara, le contrat d'assurance, ainsi qu'un certificat médical attestant de mon état de stress post-traumatique. Tout avait été classé chronologiquement, numéroté, présenté de manière irréprochable. Elle savait que face à une personnalité manipulatrice comme Antoine, il fallait un dossier sans faille. Elle a aussi joint une demande urgente d'ordonnance de protection pour Clara et moi, expliquant que le danger n'était pas seulement psychologique, mais bien physique. J'avais peur que le juge ne nous croie pas, que tout soit balayé comme une interprétation excessive. Mais Julie m'a dit avec assurance, « Tu n'as rien inventé. » Ce sont ses mots. Et j'ai décidé de lui faire confiance. Pendant ce temps, je continuais à me taire. Chaque message d'Antoine me donnait la nausée, surtout ceux où il m'accusait de fuir mes responsabilités de mère. Il avait même contacté l'école de Clara pour demander un rendez-vous, prétendant que j'étais instable et que notre fille devait être réintégrée à la maison. Heureusement, la directrice connaissait la situation et m'avait immédiatement informée. Ce genre de manipulation ne faisait que renforcer ma conviction que je faisais le bon choix. Plus il essayait de me faire passer pour folle, plus il confirmait ce que j'avais toujours pressenti, il ne supportait pas de ne plus contrôler le récit. Et moi, pour la première fois, j'étais en train d'écrire le mien. Quelques jours plus tard, le tribunal a rendu sa décision, une ordonnance de protection immédiate nous était accordée à Clara et moi. Antoine n'avait plus le droit de nous approcher à moins de 300 mètres, ni de tenter un contact direct ou indirect. Quand j'ai lu le document, j'ai eu les larmes aux yeux, pas de tristesse, mais de soulagement. C'était la première fois que la loi me reconnaissait comme victime, que mon intuition n'était plus un simple doute. Julie m'a serré la main en disant doucement, « Maintenant, tu respires. » Et j'ai compris que ce n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où je n'étais plus dans l'ombre. Antoine a réagi violemment, mais à distance. Il a multiplié les messages, tous ignorés, puis a laissé place à des silences lourds. Il savait que le terrain juridique ne jouait plus en sa faveur, alors il s'est replié, en attendant son heure. Mais moi, je n'étais plus la même. Je n'attendais plus. J'agissais. Clara aussi sentait ce changement, elle dormait mieux, parlait davantage, retrouvait une certaine innocence. Notre quotidien reprenait doucement forme, même s'il était encore fragile. Et dans cette fragilité, il y avait une force nouvelle, celle d'avoir été crue. La nouvelle de l'ordonnance de protection s'est rapidement répandue dans notre entourage, malgré ma discrétion. Certains amis m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient sous le choc, d'autres ont préféré s'éloigner sans explication. Il y avait ceux qui croyaient Antoine, le trouvaient charismatique et trop gentil pour faire ça, et ceux qui voyaient enfin ce que je vivais en silence depuis des années. Mais je ne cherchais plus à convaincre qui que ce soit. J'avais passé trop de temps à douter de moi-même, à vouloir prouver ma douleur. Aujourd'hui, je me concentrais sur Clara, sur ma stabilité, sur notre avenir. Le regard des autres, même dur, ne m'atteignait plus de la même manière. Ma mère m'a dit un soir, « Tu sais, parfois les masques tombent,
mais les gens refusent de regarder. Elle avait raison. Certains préféraient continuer à croire à l'image parfaite du couple, plutôt que de faire face à la réalité inconfortable de la violence insidieuse. Mais cette image avait explosé, et je n'avais plus besoin de la recoller. Clara et moi vivions modestement chez ma mère, mais avec la paix que nous n'avions jamais connue. J'avais commencé à chercher un logement indépendant, à faire des démarches administratives, à reconstruire brique par brique. Et chaque petit pas, aussi simple soit-il, était une victoire sur tout ce qu'il avait voulu m'enlever. Les semaines suivantes, Clara posait des questions avec la maturité de quelqu'un qui avait grandi trop vite. Elle me regardait souvent en silence, comme si elle cherchait à mesurer le danger invisible qui planait encore. Un soir, alors que je fermais les volets, elle m'a dit d'une voix calme, « Tu sais, maman, je crois qu'on a eu de la chance. » Je me suis retournée, surprise par la justesse de ses mots. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Cette phrase a résonné en moi comme une évidence. Oui, nous avions eu de la chance, mais aussi du courage, et une intuition vitale. Depuis qu'elle savait qu'il ne pouvait plus nous approcher, Clara semblait respirer plus librement. Elle recommençait à dessiner, à jouer avec des objets simples, à me parler de ses rêves. Je retrouvais peu à peu l'enfant qu'il avait failli briser. Elle dormait la lumière éteinte pour la première fois depuis des mois, preuve que quelque chose en elle se reconstruisait. Je l'observais chaque jour avec une admiration silencieuse. Sa force m'a tenue debout, bien plus que la mienne. Et je me disais que si elle avait pu traverser tout cela, alors moi aussi, je pouvais continuer. 3 mois après notre départ, j'ai engagé la procédure de divorce. C'était un moment symbolique, mais aussi profondément administratif. Julie a tout géré, rassemblant les pièces, anticipant les réactions d'Antoine, organisant chaque étape avec minutie. Quand il a reçu la notification, il a explosé par message, m'accusant de détruire la famille, de manipuler Clara, de mentir à tout le monde. Mais cette fois, je n'ai rien répondu. Pas un mot, pas une justification. Il n'avait plus de pouvoir sur moi. Ce silence, lourd et volontaire, était ma réponse définitive. Il a tenté de ralentir la procédure, déposer des requêtes absurdes, exiger une médiation, proposer même de recommencer à zéro. Mais tout était trop tard. Les preuves étaient là, la peur aussi, encore vive dans chaque recoin de ma mémoire. Je ne voulais plus rien réparer. Je voulais tourner la page sans la relire une énième fois. Julie a gardé le cap, imperturbable, même face aux stratégies les plus malhonnêtes. Le dossier avançait lentement, mais sûrement, et moi, je sentais chaque jour une corde se desserrer autour de ma gorge. Je n'étais plus sa femme. J'étais enfin moi. L'audience s'est tenue un matin d'automne, dans une salle glaciale, où tout semblait peser plus lourd qu'ailleurs. Antoine était là, costume repassé, air blessé, jouant la victime à la perfection. Il a nié, retourné les faits, présenté les messages comme des malentendus, les vidéos comme des montages, Clara comme une enfant influencée. Je suis restée droite, calme, soutenue par Julie, qui exposait les faits un à un, implacable. Les preuves étaient accablantes, irréfutables. Face à la froideur du juge, Antoine a compris qu'il ne contrôlait plus rien. Ce rôle de mari trompé ne fonctionnait plus. Il a fini par céder. Pour éviter un procès pénal, il a accepté un divorce à l'amiable, sous conditions strictes, pas de droit de visite immédiat, une évaluation psychologique obligatoire, et une interdiction de contact avec moi ou Clara pendant au moins 1 an. Quand le juge a lu la décision, j'ai senti mes jambes trembler, pas de peur, mais de soulagement. Clara n'était pas venue, mais elle m'attendait à la sortie, et quand elle m'a vue, elle a couru vers moi sans un mot. Ce câlin valait toutes les décisions judiciaires. C'était la fin d'un combat, et le début de notre vraie liberté. Après l'audience, j'ai ressenti un vide étrange, comme si mon corps avait enfin compris qu'il pouvait relâcher la pression. Avec l'aide d'une association de femmes en danger, j'ai obtenu un logement social dans une petite ville voisine, loin de notre ancienne vie. Ce n'était pas grand, ni neuf, mais c'était à nous. Clara a choisi la chambre avec la fenêtre sur la cour, et moi,
je me suis mise à repeindre les murs moi-même, comme pour effacer les traces du passé. Chaque meuble installé, chaque rideau accroché devenait un symbole de liberté. On n'avait pas grand-chose, mais on avait la paix. Je me suis inscrite à des ateliers proposés par l'association, où je rencontrais d'autres femmes au parcours différent, mais aux blessures semblables. Parler, écouter, pleurer sans être jugée, c'était une forme de thérapie silencieuse. Clara, elle, a été inscrite dans une nouvelle école, plus petite, plus chaleureuse. Elle s'est fait rapidement 2 amies, et elle rentrait parfois avec des dessins plein les mains, le sourire qu'elle n'avait plus depuis longtemps. Le soir, nous cuisinions ensemble, des plats simples, en écoutant de la musique. Je découvrais une vie où la peur ne dictait plus le rythme. C'était lent, fragile, mais c'était vrai. Sur les conseils de la psychologue scolaire, j'ai inscrit Clara à une thérapie mère-fille spécialisée dans les traumatismes familiaux. La première séance a été difficile, elle refusait de parler, les bras croisés, le regard fuyant. Mais peu à peu, grâce à la douceur de la thérapeute, les mots ont commencé à sortir. Elle a parlé de ses cauchemars, de la peur de me perdre, de la voix de son père la nuit dans le couloir. De mon côté, j'ai appris à ne pas me sentir coupable, à accepter que je n'aurais jamais pu prévoir l'ampleur du danger. Les séances devenaient notre espace à nous, un endroit où rien n'était interdit. Ensemble, on reconstruisait un lien abîmé mais solide. Avec le temps, Clara a commencé à aller mieux. Elle posait des questions moins dures, riait davantage, réagissait aux petites joies du quotidien. Moi, je sentais mon corps se détendre, mes insomnies diminuer, mes pensées redevenir claires. Il y avait encore des jours sombres, bien sûr, mais ils ne dominaient plus tout. Parfois, je me surprenais à chanter en cuisinant, et Clara me rejoignait en dansant comme une petite fille libre. Ce bonheur simple était presque douloureux, car il révélait tout ce que nous avions enduré. Mais c'était aussi notre victoire la plus puissante, être encore là, debout, ensemble. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à faire du bénévolat dans la même association qui m'avait tendu la main. J'animais des cercles de parole, j'écoutais, je partageais, sans jamais imposer mon histoire. Un jour, une jeune femme m'a dit en larmes, « Vous me faites croire que c'est possible. » Je n'ai rien répondu, je lui ai juste pris la main. Témoigner ne me faisait plus mal, au contraire, cela me donnait une force nouvelle. J'avais été en bas, très bas, et je savais maintenant que remonter était l'en possible. Chaque récit que j'entendais résonnait différemment, mais tous portaient ce même silence qu'on apprend à briser. Je n'étais plus la femme qui avait peur de monter un escalier la nuit. Je n'étais plus celle qui doutait de son instinct, de sa valeur, de sa voix. J'étais devenue quelqu'un de plus simple, plus fatigué peut-être, mais plus ancré. Clara me regardait comme si elle voyait enfin une vraie version de moi, plus solide, plus vraie. Nous avions nos routines, nos silences complices, nos projets modestes. Et même si je savais que certaines cicatrices resteraient, elles ne définissaient plus notre vie. Elles étaient là, discrètes, comme des rappels silencieux, on avait survécu, et maintenant, on avançait. Un matin d'hiver, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe sans timbre, sans adresse de retour, juste mon prénom écrit à la main. Mon cœur a accéléré quand j'ai reconnu l'écriture d'Antoine. Je suis rentrée sans l'ouvrir, j'ai hésité longuement, puis je l'ai finalement décachetée. La lettre était courte, écrite d'un ton presque détaché. Il disait qu'il avait changé, qu'il était suivi, qu'il avait compris ses erreurs. Il écrivait qu'il voulait s'excuser, me remercier de l'avoir libéré de lui-même. Rien dans ces mots ne m'a touchée. J'étais au-delà de tout ça. J'ai posé la lettre sur la table, sans savoir quoi en faire. Quand Clara est rentrée de l'école, elle l'a vue, l'a reconnue, et sans rien dire, l'a saisie et déchirée calmement en petits morceaux. Puis elle les a jetés à la poubelle et a repris son goûter comme si de rien n'était. Je n'ai rien dit, je l'ai simplement regardée, et à ce moment précis, j'ai compris qu'elle aussi avait tourné la page. Ce passé n'avait plus de place entre nous. Il pouvait écrire, s'excuser, disparaître ou réapparaître, cela ne changeait plus rien. On n'attendait plus de réponse.
On avait choisi le silence comme frontière. Les mois ont continué à s'écouler, et je me rendais compte que je n'étais plus la femme d'avant. J'avais changé de rythme, de priorité, de regard sur moi-même. Mon reflet dans le miroir portait des cernes, des rides nouvelles, mais aussi une clarté que je n'avais jamais eue. J'étais plus maigre, plus discrète, mais je tenais debout. Je ne cherchais plus à plaire ni à expliquer. Je vivais. Chaque décision que je prenais, même petite, me rappelait que j'avais survécu à l'indicible. Et cette vérité me donnait une force que personne ne pouvait m'enlever. Clara aussi avait grandi dans son regard, dans sa manière de parler, dans ses silences. Elle n'était pas une enfant comme les autres, mais elle rayonnait d'une forme de sagesse fragile. On avait appris à se reconstruire ensemble, sans se fuir, sans se mentir. Les nuits étaient plus douces, les matins moins lourds, et même si certaines cicatrices se faisaient sentir parfois, elles ne guidaient plus nos pas. On avait appris à vivre avec, sans les laisser diriger nos vies. Et ce simple fait, de se lever chaque jour sans peur, suffisait à prouver que nous avions gagné. Aujourd'hui, on vit modestement dans notre petit appartement aux murs clairs, là où chaque objet a été choisi sans compromis, avec lenteur et sens. Clara me dit bonne nuit chaque soir avec un baiser sur la joue, et je ressens dans ces mots une paix que je n'avais jamais connue avant. Je ne suis plus prisonnière d'un futur incertain ni d'un passé figé. Je suis libre, non pas parce que tout est parfait, mais parce que j'ai choisi de ne plus vivre dans la peur. Cette liberté-là, personne ne me l'a donnée. Je l'ai construite, jour après jour, à la sueur de mes silences et de mes décisions. Je n'ai pas oublié ce que j'ai traversé, mais je ne laisse plus cette histoire définir qui je suis. J'aide d'autres femmes, j'élève ma fille, et je savoure chaque instant de calme comme une victoire invisible. Parfois, dans la rue, je croise des regards curieux, mais je n'ai plus besoin de me justifier. Je n'attends plus rien de personne, sauf de moi-même. Clara et moi, on continue d'avancer, sans bruit, sans peur. Et c'est peut-être ça, la vraie fin d'une histoire comme la nôtre, une vie simple, mais pleinement choisie.